Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur KV TV. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité de ce 22 novembre 2023. Recrutement de 39 ONG et associations dans le cadre de la mise en œuvre de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre de dialogue inclusif interguinéen monte au créneau. Elle n'est pas d'accord avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans une déclaration, ces acteurs fustigent la démarche de Mori Kondé et lui reprochent la violation de l'esprit du cadre de dialogue. Agression portugaise contre la Guinée, le PDG RDA commémore l'an 53 de cette page sombre de l'histoire de la Guinée. Il a organisé ce mercredi une lecture de Saint-Coran au cases Bellevue avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs sous les pieds du monument du 22 novembre. Le film de cette commémoration à suivre dans un instant. Et puis la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises célébrée en différé ce 22 novembre. Le but, mettre en place des solutions afin de faciliter l'accès à l'information mais aussi au financement des projets. La cérémonie a regroupé plusieurs entrepreneurs. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen accuse le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de mauvaise foi. La sortie fait suite à l'annonce du ministre de recruter 39 ONG et associations dans le cadre de la mise en œuvre du RAVEC. Ces acteurs sociopolitiques, dans une déclaration, dénoncent la démarche unilatérale de Mori Kondé, à qui il reproche d'ailleurs la violation de l'esprit du cadre de dialogue. Amara Bangoula. L'annonce des recrutements de 39 ONG et associations pour assurer la communication et la mobilisation dans le cadre du programme de recensement administratif à vocation d'état civil est la source de leur colère. Ces acteurs disent constater avec amertume la démarche unilatérale du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à qui ils reprochent la violation des accords du cadre du dialogue et la volonté de saboter ces résolutions. Le refus catégorique de mettre en place l'Observatoire national des élections, composé des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, point 17 des accords du 21 décembre 2022. Le refus de nommer un coordinateur du PN-RAVEC, dont il s'adjuge la coordination en flagrante violation des textes, en dépit de l'adoption des 2 textes réglementaires par le CNT. Le refus d'organiser des sessions d'échange et d'information avec la classe sociopolitique sur l'exécution et le niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition. À ces constats s'ajoute le refus du CNT de soumettre l'avant-projet de la Constitution, indique ces acteurs. Devant ce qu'elle appelle des défaillances, la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéen exige 1. L'annulation sans délai du communiqué numéro 010 du MATD tenant compte de la première campagne de vulgarisation déjà effectuée par le cadre de dialogue. 2. La nomination immédiate du coordinateur du PN-RAVEC. 3. Le respect du chronogramme de la transition et de la charte de la transition. 4. L'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Si le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ne fait pas marche arrière, ces acteurs ayant pris part au cadre du dialogue n'excluent pas de demander le limogeage de Mori Kondé à la tête du MATD pour insuffisance professionnelle et entamer une démarche de large ouverture avec tous les acteurs sociopolitiques en vue d'une convention collective sur la conduite de la transition. Autre facette de l'actualité, changement à la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Mamadou Pété Diallo cède sa place à Dr Omar Dioueba, désormais ancien directeur national de la pharmacie et du médicament. Le décret a été publié hier mardi, un changement qui intervient pendant qu'une lutte farouche est engagée contre les vendeurs illicites de produits pharmaceutiques, mais qui est Dr Omar Dioueba. Son portrait, c'est avec Mama Aïssa Tatawel Kamara. Dr Omar Dioueba est désormais le nouveau patron du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dioueba est issu de la 37e promotion de pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry
avant de se rendre au centre hospitalier régional universitaire de Tours, CHU de Tours en France. Après ses études en pharmacie, il s'est spécialisé en biologie médicale. En 2018, il a créé le laboratoire Biomar 24 à Conakry. En 2019, il a reçu le prix d'excellence Dr Gabriel Sultan, attribué par l'ONG locale spécialisée dans la santé La Tabala. En janvier 2022, Oumar Djoueba a été nommé directeur national de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé. Durant son règne, ce maître d'œuvre de la campagne contre les faux médicaments a mené des actions salvatrices pour mettre fin à la vente illicite des faux médicaments pour le bien de la population. À la tête d'une vingtaine de personnes, il a longtemps travaillé avec les services de la gendarmerie pour détruire les cargaisons de produits médicaux contrefaits. Le 21 novembre 2023, il accède alors à la fonction de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en remplacement de Mamadou Pete Diallo, dont les raisons de son limogeage ne sont pas connues. Il est le 4e ministre à être limogé depuis la prise de pouvoir par la junte militaire. Désormais, les yeux sont donc rivés sur le nouveau responsable du ministère de la Santé. Pour être tout à fait complet sur ce sujet, il faut dire que le ministre de la Justice, quelques heures après le limogeage du ministre de la Santé, a engagé des injonctions aux fins de poursuites judiciaires contre Dr Mamadou Pete Diallo pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l'État. Santé à présent, vulgarisation du rapport mondial 2022 de l'ONU-SIDA. Le Comité national de lutte contre le sida anime une conférence de presse à Conakry. L'occasion a été mise à profit pour faire le point de la cartographie de lutte contre le virus en Guinée. Salimatou Diallo commente les images d'Amara Bangoura. Suivez. La prévalence du VIH-Sida en Guinée est relativement faible. On compte environ 120 000 personnes séropositives, soit environ 1,7% des habitants du pays, selon l'ONU-SIDA. D'où ce présent rapport qui s'accentue sur le niveau d'atteinte de la riposte contre le VIH-Sida à travers son programme. Le sida n'est pas fini. On a fait ces progrès. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on avait fait pour arriver à ces résultats aujourd'hui. Ça doit continuer, sinon plus. À date, nous avons des structures de santé qui font la prise en charge des malades vivant avec le VIH-Sida. Et sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui, nous avons 203 sites de prise en charge. Et nous avons 469 sites de PTM. Et donc, la Guinée a souscrit à toutes les recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA dans la riposte contre le VIH-Sida. Pour la présidente du réseau des femmes atteintes du VIH-Sida, l'heure est à la coopération afin de remédier à la maladie. C'est demander aux communautés pour qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs, de se faire dépister. Dès que tu es dépisté, tu as le traitement à côté. Le VIH, aujourd'hui, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de tabou. C'est comme le palu, c'est comme la tuberculose. Au jour d'aujourd'hui, le palu même tue plus que le VIH. L'ONU-SIDA mène l'action à l'échelle mondiale pour mettre fin à l'épidémie du sida. La démarche vise à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2023. 22 novembre 1970, 22 novembre 2023, cela fait 53 ans, jour pour jour, depuis que la Guinée a été la cible de l'agression portugaise. Les agresseurs qui avaient pour objectif de renverser le régime d'Ahmed Sékou Touré et libérer les prisonniers des rebelles indépendantistes du PAIGC et de la Guinée-Bissau vont se heurter à une farouche résistance du peuple de Guinée pour commémorer la date anniversaire de cette agression. Le PDG RDA a organisé une lecture du Saint-Coran au Cases Bellevue avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs sous les pieds du monument du 22 novembre. Mamadou Tanouba. Le 22 novembre 1970, la Guinée fut victime d'une agression menée par l'impérialisme portugais. Près de 500 personnes perdirent la vie
53 ans après cette attaque contre le régime de feu Ahmed Sékou Touré, son parti, le PDG RDA, commémore chaque année cette date historique qui, pour Oye Beavogui, est une façon d'enseigner l'histoire à la jeunesse guinéenne. Pour nous aujourd'hui, jusque-là, la jeunesse guinéenne est dans une confusion totale, n'arrive pas à s'approprier de son histoire contemporaine. Donc il est tout à fait normal de procéder à de telles activités pour profiter et enseigner donc l'histoire, cette histoire de notre agression à la jeunesse guinéenne. Parce que quelque part, ce n'était pas la Guinée qui était visée, c'était une forme, si vous voulez, le processus de recolonisation des peuples africains qui était donc en jeu à travers la Guinée. Anta Cheikh Condé est l'un des doyens du PDG RDA qui se rappelle encore de cette date comme si c'était hier. Le 22 novembre, nous avons été agressés de tous côtés. Mais le peuple a vaillamment résisté et nous sommes sortis victorieux. Moi, je n'étais pas à Conakry, j'étais jeune professeur, membre du comité régional de Kankan. Alors, nous avions tous été mobilisés pour Conakry. Mais le parti était très bien organisé. Des instructions ont été données. Toutes les fédérations ont été érigées donc en point d'appui de la révolution. Tout le monde armé. J'avais mon arme et tous les autres avaient leurs armes. L'objectif principal des agresseurs portugais était de renverser le pouvoir d'Ahmed Sékou Touré qui, à l'époque, soutenait les rebelles indépendantistes du PAIGC de la Guinée-Bissau. Éducation à présent. Les enseignants contractuels ont rallié le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG cet après-midi pour exprimer leur soutien à Aboubacar Souma, une démarche faite au lendemain de l'élection de Kadia Touba dont le Congrès est contesté par les soutiens de Souma, comme pour dire que le conflit entre Aboubacar Souma et Dame Kadia Touba est loin de connaître son épilogue. Ansouba Ilobaldé. Ce sont des enseignants convaincus du combat que mène Aboubacar Souma qui sont venus dans l'après-midi de ce mercredi au siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG. Pour eux, Aboubacar Souma est le seul qui défend leurs intérêts dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi ils lui accordent un soutien inconditionnel. Ils sont venus gâter ici, soi-disant qu'ils sont venus représenter la dame là. Donc aujourd'hui, on est venu manifester notre soutien pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On n'est pas d'accord. Nous, on est derrière le général Aboubacar Souma. Aujourd'hui, avant, demain, jusqu'à la mort. Camarade, salut. Salut, camarade. Camarade, salut. Salut, camarade. Salut. Salut, camarade. Vive le général Aboubacar Souma. 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 Abat les syndicats fantômes. Abat les syndicats fantômes. Ah ouais, tout. Ces soutiens d'Aboubacar Souma sont venus alors que des gardiens de Kadia Touba surveillent les lieux. Pour éviter tout affrontement, les enseignants disent privilégier la voie légale, c'est-à-dire la justice. Quand quelqu'un vous attaque, au lieu de passer par la violence, il faut passer toujours par ce qu'on appelle ici saisir n'est pas la loi. Il y a ce qu'on appelle ici les défenseurs de la loi et il faut reconnaître pas ses principes, ses droits et ses règles. Donc c'est à partir de là également nous sommes là. Et pour montrer également à la dame Kadia Touba et sa suite que notre siège n'est pas demeure toujours n'est pas ici le siège du SLEG et il appartient seulement à M. Aboubacar Souma et ses membres. Donc les enseignants de Guinée avec par ma voix également soutiennent cette idée et nous sommes là et la clé se trouve toujours dans les mains des vigiles que la dame a envoyés, mais nous savons ce qu'il faut faire et nous connaissons ce que nous devons faire. En attendant que la justice tranche dans cette affaire, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG reste pour le moment divisé. Kadia Touba et Aboubacar Souma, chacun dirige une faction de la structure syndicale de l'éducation. Autre titre de ce journal, la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises a été célébrée en différé ce mercredi à Conakry sous le thème « Place et contrôle de l'information dans l'accompagnement de PME et les avantages du contenu local ». Cette journée vise à mettre en place des solutions afin de faciliter l'accès à l'information mais aussi au financement des projets. Une célébration qui a réuni des entrepreneurs, décideurs et membres des institutions bancaires. Mariam Bouibari.
Faciliter l'accès à l'information des PME et identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs, c'est l'objectif de la célébration en différé de cette 5e édition de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Une manière pour les organisateurs de mettre en lien les entrepreneurs, décideurs et responsables d'institutions bancaires afin de pallier au manque de financement des projets. Aujourd'hui, nous organisons la journée des PME en Guinée en différé pour pallier à l'information et à l'accompagnement d'informations au niveau des PME, pour pouvoir proposer des accompagnements à travers des appuis techniques et vraiment aussi pallier au manque vraiment de financement aujourd'hui que nous voulons améliorer au profit des PME. Le problème est aussi que les banques acceptent d'avoir le courage et de prendre le risque de financer l'activité, surtout si les activités sont reconnues être bancables. En fait, il y a aussi d'autres solutions, notamment au fonds d'investissement. Le fonds d'investissement en Guinée, on connaît moins de fonds d'investissement, mais les fonds d'investissement peuvent entrer financer les activités des PME, les restructurer en rentrant dans le capital et après à y ressortir quand l'activité est au beau fixe. Malgré les efforts consentis par les autorités, notamment la mise en place du Fonds national de l'insertion des jeunes, du Fonds d'appui de garantie des prêts aux entreprises, beaucoup reste encore à faire. J'attends de l'État non seulement de créer plus d'opportunités au niveau des entrepreneurs et d'aider vraiment les entreprises à évoluer positivement et de créer d'opportunités de projets, avoir confiance. D'abord, l'État doit avoir confiance en nous, les entreprises, entrepreneurs locaux. Au lieu de chaque fois qu'il y a un projet, il faut qu'ils contactent les entreprises étrangères. Décrété par les Nations Unies, le 27 juin marque la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Elle est donc l'occasion de sensibiliser le public à l'immense contribution des PME au développement durable d'un pays. De sa passion à sa retraite, il a un parcours qui inspire. El Hadj Abdoulaye Diallo est né le 1er janvier 1951 à Mali, en 1977. Il est nommé par le président Ahmed Sékou Touré à la radio nationale. Il bénéficiera plus tard de plusieurs postes de responsabilité dont le conseiller du président de l'Assemblée nationale chargé de la presse, devenu en 2010 conseiller au CNT après plus de 40 ans d'exercice au sein de la fonction publique guinéenne. Le journaliste demande sa retraite en 2018 pour se consacrer à sa vie familiale. Guéna Boukiam l'a rencontré pour notre rédaction. Suivez. Natif de Yemberen dans la préfecture de Mali, El Hadj Abdoulaye Diallo était parmi les journalistes qui ont bénéficié d'un décret du président Ahmed Sékou Touré en 1977, année à laquelle il est aussi arrivé à la radio de Guinée avant d'être envoyé à la télévision nationale. Moi, j'ai fait 7 ans à la radio et au programme radio. J'ai animé des émissions, j'ai coordonné beaucoup d'activités au programme. Et j'ai postulé pour une sorte de concours pour aller en Égypte. Je suis allé à l'Institut de communication, je suis revenu en Guinée. C'est seulement quand je suis revenu en 1985 qu'on m'a envoyé à la télévision. On a travaillé, on n'avait pas presque de repos. Ça a fini par payer. On s'est battu et pour la première fois, on a pu bénéficier du meilleur journal télévisé d'Afrique. Après plusieurs années passées comme conseiller du président de l'Assemblée nationale, il crée la presse parlementaire et devient membre du CNT en 2010. Un fait très rare, El Hadj Abdoulaye Diallo va finalement demander sa retraite en 2018. En 2018, j'ai fait une demande pour la retraite. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Je ne peux que m'en féliciter. Pourquoi?
parce que j'ai servi mon pays, j'ai servi le peuple de Guinée avec le cœur et l'esprit. Je pense, en tout cas, que j'ai rempli ma mission avant de demander vraiment une retraite. Parce que là, j'ai demandé la retraite parce que j'avais déjà, au niveau de la fonction publique, 42 ans de service. Elhadj Abdoulaye Diallo a été un journaliste qui a laissé ses empreintes dans le monde médiatique en Guinée. Plus de 40 ans d'exercice, il félicite cette nouvelle génération et se dit fier d'avoir exercé ce métier. Un mot de culture dans ce journal. Qui sera la Miss Guinée 2023 à 72 heures de la finale de cette grande compétition? C'est la question qui divise les citoyens. Chacun d'eux espère voir sa favorite porter cette couronne. Quelques réactions dans ce reportage de Fatoumata Kane et Ansou Baïlo Baldé. Suivez. Elles sont au total 23 candidates venues des 4 coins de la Guinée pour espérer décrocher le titre de Miss Guinée 2023. À 72 heures de la grande finale, les avis des citoyens divergent et chacun espère voir sa favorite porter cette couronne. Mon choix porte sur Tiran Kibirete parce que selon moi, elle répond à tous les critères. Non seulement elle est intelligente, elle se présente bien. Au fait, elle a un truc que les autres Miss n'ont pas. Pendant cette compétition, vu l'ensemble et les festivités qui sont mises en place, je crois que la candidate Suzanne Camara elle est mieux placée. Parce que selon, j'ai pas tellement vu ses exploits, mais selon ce que j'ai vu, elle a le profil adéquat. Pendant des mois, ces candidates ont été outillées dans plusieurs domaines par le comité d'organisation. Ces autres citoyennes souhaitent que cette finale se déroule dans les meilleures conditions et que le comité d'organisation respecte les critères de sélection pour élire une Miss en toute partialité. Bon, ce que je le conseille, c'est d'abord avoir la partialité, de ne pas juger selon les ethnies, de ne pas aussi accepter d'être corrompu parce qu'on sait qu'on est en Guinée, et aussi de prendre les bonnes qualités pour une bonne Miss et ne pas choisir seulement le favoritisme entre les candidates et surtout de choisir une bonne Miss favorable à la déontologie. Il faut qu'il y ait la rigueur dedans. Il faut qu'il n'y ait pas de triche parce que une Miss peut bien défiler, mais comme par exemple ce qui s'était passé ici à Conakry, il y a des gens qui disaient que Fatima devait être Miss, mais on lui avait triché et tout, tu vois. Donc il faut qu'il y ait la rigueur dedans, pas de triche. La grande finale de cette compétition se tiendra ce samedi 25 novembre 2023 au Palais du Peuple de Conakry. Sport pour terminer. Après sa défaite contre le Botswana hier mardi, le Sili national de Guinée se retrouve désormais avec 3 points dans le groupe G au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une défaite qui divise les spécialistes autour de l'avenir de son entraîneur Kaba Diawara. Si les uns pensent qu'il doit partir, d'autres estiment qu'il doit rester. Ibrahima Alassane Camara les a rencontrés pour nous regarder. Après 2 ans à la tête du Sili national de Guinée, les résultats obtenus par Kaba Diawara jusque-là ne semblent pas du bon goût de certains spécialistes de football guinéen. C'est le cas de Moussa Sefa Kamara. Selon lui, l'entraîneur du Sili national de Guinée doit céder la place à un autre, plus compétent. Quand on regarde le résultat pendant les 2 ans, à mon niveau, Kaba doit partir. Mais comme il a signé un gros contrat, 4 ans, et c'était même trop, on devrait juste le faire signer 2 ans de contrat pour tester sa capacité d'adaptation du jeu, pour voir qu'est-ce qu'il pouvait apporter à notre équipe nationale. Mais signer un entraîneur, je ne dirais pas de bas niveau, qui n'a pas de vécu, qui quitte juste le banc, qui n'a pas entraîné une équipe de 4e division, ni de 3e division, même une 1re division en Guinée, il ne l'a pas fait, il n'a rien dans la tête. Vous l'amenez au niveau de l'équipe nationale, c'est là où on a tuer le football, l'équipe nationale. C'est, je trouve, suicidaire. Mohamed Diakité, lui, a un avis contraire. Pour cet autre journaliste sportif, le problème de l'équipe nationale guinéenne n'est pas lié aux entraîneurs, mais plutôt à un système. Pour moi, ce n'est pas une question de faire partir Kaba Diawara qui va résoudre le problème du football guinéen.
le problème du football guinéen, ce n'est pas les entraîneurs. Je le dis haut et fort et partout où je passe, je le dirai ainsi. Ce n'est pas l'entraîneur. Le problème du football guinéen, d'abord, il faudrait que ces différents conflits qui existent au sein du milieu sportif guinéen, qu'on puisse mettre fin à ça, mais aussi que l'État s'implique pour trouver non seulement des infrastructures, structurer les académies, structurer les clubs, pour que les enfants, qu'on puisse, au-delà des buts nationaux, qu'on puisse bien puiser dans les réservoirs de notre football guinéen afin de donner plus de sourire au peuple de Guinée. En janvier 2024, le Siri national de Guinée doit jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la Côte d'Ivoire, reste à savoir si Kaba Diawara sera changé ou pas à la tête de l'équipe nationale guinéenne. Voilà comment nous nous quittons au compte de cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programme sur KVTV. Au revoir.